Et salut YouTube, salut à tous, Siwaka. Nouvelle vidéo cette fois-ci pour vous présenter Martin Satriano. Donc le nouveau joueur qui est censé signer à l'Olympique Lyonnais d'après les informations de l'équipe pour un prêt avec option d'achat. Donc on va faire un petit tour sur le joueur, sa présentation, quelques datas sur lui. On va faire une petite analyse vidéo sur des séquences qu'on peut ramener en fait au jeu de l'OL pour voir un petit peu à quel point il peut nous être utile et qu'est-ce qu'il peut nous apporter avec son style de jeu. Et ensuite voir comment on pourra du coup l'utiliser, quel va être son rôle en fait à l'Olympique lyonnais. Allez, on se regarde ça tout de suite. Mais avant de commencer, encore une fois, comme d'habitude, merci beaucoup à tous pour ceux qui suivent les vidéos, qui les likent, les partagent et commentent. N'hésitez pas à continuer, ça fait plaisir, ça donne de la force. Voilà, donc merci beaucoup à vous tous et n'hésitez pas encore une fois, si vous pouvez, à booster la vidéo quand elle sort, ça fait plaisir et ça permet de la partager au plus grand nombre. Allez, on commence la vidéo donc avec la présentation du joueur, mais avant ça déjà, donc c'est la brève de l'équipe qui est sortie donc le 30 de la part de Hugo Guimet, qui nous indique que Martin Satriano, pardon, qui est à Lens, va être prêté à l'Olympique Lyonnais. Du coup, une saison avec une option d'achat à hauteur de 5 millions d'euros. Il est bien précisé que l'OL cherche toujours un autre avant-centre. L'autre avant-centre serait donc le joueur qui serait normalement le titulaire à la pointe de l'attaque. Donc on met déjà les attentes sur Satriano en disant que c'est un attaquant remplaçant. Il devait venir donc a priori, quoi qu'il arrive, pour être là en gros le numéro 2 derrière Mikotadze si ce dernier était resté. Et donc pour le présenter très rapidement, 24 ans, il n'est pas extra-communautaire parce qu'en étant uruguayen, il a aussi un passeport italien, donc c'est un avant-centre qui mesure 1m87. Moi aussi ça m'a un peu surpris parce que je ne sais pas pourquoi je le voyais plus petit que ça. En revoyant des images, effectivement, on ressent bien sa taille. Mais son parcours, j'ai classé par là où il a le plus joué par rapport à là où il a le moins joué en fait dans sa carrière. Avec Brest, il a joué au total sur 2 passages différents, 52 matchs pour 10 buts et 4 passes décisives. À Empoli, il a fait près d'une saison, 32 matchs, 2 buts, une passe décisive. À Lens, du coup, donc la saison dernière, 7 bouts de match, parce qu'au final, cumulé, ça nous fait 81 minutes de temps de jeu sur la saison, parce qu'il s'est fait les ligaments croisés entre-temps. Il s'est blessé en tout début de saison, et il est revenu là juste pour les 3-4 derniers matchs de la fin de saison. Donc voilà. Et donc à l'Inter Milan, il a joué que 4 matchs, et comme j'ai dit, international uruguayen, une fois appelé en sélection. Au niveau de ses datas, ça c'est sur la saison 2023-2024 par Datascout. Donc voilà, pour un petit peu déjà commencer à cerner son style de jeu, sa façon d'être sur le terrain. Donc on est sur un attaquant qui joue énormément de duels aériens, pas une caractéristique d'un buteur. Voilà, c'est pas une machine à but qu'on récupère. Dans sa carrière, voilà, il n'a jamais enchaîné de grosses saisons en termes de buts. Il a d'autres arguments à faire valoir, certainement des arguments qui nous ont aussi intéressés en dehors du fait d'être capable de faire des grosses saisons en termes de buts. Beaucoup d'actions donc défensives réussies, donc ça rentre avec le jeu de tête aussi aérien qui est utilisé. Vous verrez des séquences sur ça aussi juste après. Et là, je vous ai sorti en fait un petit tableau comparatif. C'est des statistiques uniquement club match officiel et qui datent entre le 30 août 2023 jusqu'à maintenant, donc jusqu'à ce week-end. Donc ça permet un peu de voir par rapport à ce qu'on avait, donc Georges Mikotadze, et par rapport aux 2 autres noms qui sont sortis dans l'équipe aussi, Taremi et Sinayoko, et voir un petit peu comment il se situe lui pour comprendre un petit peu le profil et ce qu'on recherchait en fait sur ces différentes cibles qui sont sorties. La première chose quand on regarde les 3 cibles qui sont indiquées, c'est qu'on est quand même sur des profils d'attaquants physiques plus développés en termes de taille. 1m86 pour Sinayoko et Taremi, 1m87 sur Satriano. Voilà, on visait a priori donc un profil de joueur plus costaud, plus grand en termes de taille. Là, ce qui est intéressant à noter, donc vous avez toutes les datas donc à comparer entre les cas, donc vous pouvez regarder et mettre pause pour regarder complètement exactement ce que vous voulez voir. Moi, après, ce que j'ai renoté ensuite, surtout, ce que je disais juste avant, c'est les duels aériens qu'il joue. Il en joue énormément par 90 minutes, bien évidemment. Lui, son temps de jeu est vachement plus bas que les autres sur les 2 dernières saisons qui viennent de s'écouler. Donc voilà, c'est des statistiques en plus ramenées sur 90 minutes, mais ramenées sur 90 minutes, il joue beaucoup plus de duels aériens que les autres. Il a un pourcentage plus élevé de réussite aussi sur le duel aérien, donc je pense que, et quand on voit aussi Taremi et même Sinayoko,
on est sur des joueurs qui avaient un profil qui jouent plus de ballon aérien et qui ont une meilleure réussite aussi que Mikotadé. Donc ça a l'air d'être aussi peut-être un style qui était recherché, d'avoir un joueur qui est capable de s'imposer de la tête aussi, de gagner des duels de la tête. Donc voilà, c'était pour donner un petit peu déjà une idée sur peut-être ce qui était recherché, comment on a axé aussi notre recherche de joueurs. Voilà, ça peut être un début de compréhension pour ça. Donc maintenant, si on se regarde quelques séquences, j'ai défini ça en 3 axes. Donc des images de séquences défensives, de participation au jeu, et ensuite quelques séquences offensives. Donc voilà, je vous propose ça, on regarde ça tout de suite. Et donc du coup, si on commence sur les séquences défensives, donc là c'est sur un corner défensif, Satriano est dans l'axe, comme vous pouvez le voir là, et c'est lui qui va faire le dégagement de la tête. Donc voilà, très simple, hein. Donc ce qu'il faut retenir, c'est plutôt l'utilisation du joueur en phase défensive, ça peut être aussi un atout. J'en avais parlé d'ailleurs sur la vidéo sur Karabekh, en disant que c'était le seul joueur à ce moment-là de l'effectif qui faisait plus d'1m80 et quelques en termes de taille, qui du coup allait nous être utile sur ces phases arrêtées. Satriano, c'est un peu le même principe, hein. Pour moi, ça va nous être utile sur ce type de phase arrêtée, pour jouer des ballons et récupérer des ballons de la tête, hein. Donc, deuxième séquence, c'est la même chose, on est sur une même séquence corner, il est au premier poteau, et du coup, c'est lui, voilà, qui va couper la situation avec le jeu-tête et intercepter le ballon. Et on part maintenant sur la séquence suivante. Là, on est maintenant sur plutôt du pressing, sur des séquences de pressing. Ça peut nous être aussi vachement utile. On a besoin d'avoir un attaquant qui est le premier joueur à faire le pressing et à être le premier défenseur en fait, hein, de notre équipe. Donc là, vous le voyez, hop, il est au pressing, il attend. Le joueur adverse va faire une passe vers son but. Et là, lui, il va à ce moment-là déclencher sa course sur le gardien pour aller le presser. Donc vous allez voir, hop, il va y aller, il avance. Et là, du coup, on voit qu'au moment où le gardien dégage le ballon, il est pas très loin de pouvoir l'intercepter. Donc c'est plutôt un bon pressing de sa part, parce que du coup, il va obliger le gardien à faire un dégagement un peu n'importe comment. Il va dégager le ballon en touche. Et donc du coup là, sur cette deuxième séquence, c'est lui le joueur le plus haut sur le terrain, c'est l'attaquant de pointe. La balle est dans les pieds des défenseurs adverses. Et donc là, hop, première séquence, il va au pressing, il suit, voilà, on va au pressing. Il est au contact de son adversaire au moment où ce dernier va faire la passe en retrait. C'est pas suffisant, on ne s'arrête pas là, on continue le pressing jusqu'au gardien, et encore une fois, voilà, il est assez proche du gardien pour l'empêcher de relancer correctement. J'ai une dernière séquence de pressing à vous montrer. Donc là, voilà, il est tranquillement dans l'axe, hein, voilà, le ballon est sur le côté, ça progresse. Puis il va commencer à s'organiser et à partir au pressing du gardien. Voilà, pressing sur le gardien. Et là, encore une fois, il est assez proche pour le gêner. Ce dernier, du coup, va dégager le ballon un petit peu n'importe comment, et ça va même toucher le joueur de lance. Maintenant, si on se regarde des séquences de participation au jeu de l'équipe. Donc là, j'ai sorti 3 séquences où il a participé au jeu de son équipe pour voir un petit peu. Donc là, bien évidemment, les images que j'ai ressorties sont des images de lui à Brest. Encore une fois, il a joué 80 minutes en match officiel avec Lens l'année dernière. Donc du coup, très peu d'images possibles ou utilisables ou exploitables. Donc je me suis dit que j'allais rechercher plutôt des images dans le contexte brestois, pour voir un petit peu ce qu'il avait fait, qui pouvait nous être utile. Donc là, voilà, il est, comme vous voyez, entouré là en rouge. Hop, petite feinte pour aller sur le côté gauche de l'attaque. Et on voit bien, finalement, il va aller côté droit. Et ensuite, là, il va recevoir le ballon et refaire directement, dans la course de son équipier, une remise dans l'espace pour son équipier, le 28, qui s'est proposé et qui va aller récupérer ce ballon. Deuxième séquence, voilà, le ballon est en phase défensive, en phase de construction en bas. Lui, comme vous voyez, il est haut sur le terrain et il regarde autour de lui ce qui se passe. Il a fait un petit regard en arrière pour voir si le défenseur le suivait. C'est pas le cas, ou en tout cas, il a pris de l'avance. Il va revenir, du coup, demander le ballon. Petit regard de l'autre côté pour voir s'il est aussi libre de ce côté-là. Et il revient lancer sa course pour venir chercher le ballon assez bas. Donc là, on voit bien aussi, ce que j'ai montré avec la flèche noire, c'est que finalement, le défenseur
après coup, va le suivre, va venir du coup être attiré avec lui pour le suivre. Donc là, voilà, le défenseur arrive, le ballon lui arrive dessus, et là, ce que j'ai entouré, c'est que là, du coup, il est entouré, il est venu entre les 3 joueurs adverses, voilà, il est venu dans l'espace pour récupérer un ballon. Et là, vu sa qualité de remise et vu ce que j'ai vu qu'il était capable de faire, c'est dommage qu'il n'ait pas un joueur à lui qui soit dans cette zone-là. Kenny Lala qui est tout en haut à droite, dans cette zone-là pour pouvoir recevoir un ballon plus simple et pouvoir faire progresser le jeu. Et la dernière séquence de participation au jeu, donc voilà, vous le voyez à côté de l'arbitre en haut, il vient pour demander le ballon. Et là, en fait, il s'est mis entre les 2 lignes au final de Nantes. Le ballon arrive, et là, en une touche de balle, sans contrôle ni rien, il sait déjà ce qu'il va faire, et il va faire du coup une passe en profondeur pour le numéro 45 de son équipe, qui va ensuite récupérer le ballon dans la surface adverse. Et là, j'ai ressorti du coup aussi pareil quelques séquences offensives. Donc là, c'est un appel de balle dans la profondeur. Hop, vous avez vu avec la main, on indique où est-ce qu'on veut le ballon. Et là, on prend de vitesse l'adversaire. On est là, et là, l'intelligence, c'est de faire le centre en retrait dans la zone libre. L'équipier, il est en train d'arriver. De la place pour pouvoir faire en fait tirer. L'autre séquence que j'ai, donc voilà, là il est là sur le côté, il va faire un appel croisé dans la profondeur mais sur le côté de la surface. Il va être servi. Le ballon arrive. Centre en première intention sur Steve Mounier. Ce dernier de la tête, marqué. Oui, à Brest, il jouait quand même souvent dans une attaque à 2 avec Steve Mounier par exemple. Ce qu'on ne va pas forcément faire chez nous, mais sur des séquences, ça se trouve, justement, en tant qu'attaquant remplaçant, il peut très bien rentrer associé à l'attaquant principal. Ça peut être quelque chose d'envisageable. Et avec un Tolisso qui ici joue en numéro 10, qui est assez haut, ou un Sulch d'ailleurs, c'est des joueurs qui sont attirés par le but, attirés par la surface, donc ça peut être des joueurs qui peut retrouver lui aussi sur des situations où il s'excentre, il centre. On peut avoir des joueurs à la réception de ce type de ballon sans que ce soit forcément à lui d'être à la réception de ce type de ballon. Ensuite, du coup, nouvelle séquence, donc là il est sur un côté, il va faire un appel du coup dans la profondeur, il va être retrouvé et servi, et là direct, centre entre les 2 défenseurs centraux de Strasbourg, et ça va permettre à donner le ballon à un de ses équipiers dans la surface qui va conclure et marquer. Nouvelle séquence, là, c'était pour déjà montrer sur une situation de centre, en fait. Donc, au départ, il est très bien installé entre les joueurs de Rennes. C'est-à-dire qu'il est vraiment tranquille, personne ne le prend vraiment au marquage, il est tranquille pour se déplacer. Son équipier va centrer, et là, encore une fois, vous le voyez, c'est lui qui est en plein milieu du rectangle, là. Personne n'est au duel, personne ne l'a suivi, n'est venu le fermer. Donc qu'est-ce qui se passe avec un joueur comme ça qui est bon de la tête? Ce dernier va pouvoir reprendre le ballon de la tête et marquer. Et enfin, dernière séquence aussi, un autre but qu'il a marqué, c'était sur coup de pied arrêté, donc sur corner rentrant de Del Castillo, je pense. Voilà, il saute plus haut que les autres et il reprend le ballon qui finit au fond. Donc voilà, c'était juste quelques séquences pour montrer, encore une fois, ce à quoi on peut s'attendre de sa part. Il est capable de mettre des buts de la tête, il est capable de nous proposer des actions de pressing, des actions où il va travailler avec l'équipe. Donc voilà, il faut miser sur ça. De toute façon, c'est qu'encore une fois, c'est pas un buteur pur, donc il faut pas miser sur ce type, d'avoir recruté un goléador, hein. De toute façon, c'est assez clair. Donc maintenant, ce qu'il faut se poser comme question, c'est comment l'utiliser. Donc on a dit que à première vue, il vient en tant que attaquant remplaçant, donc de complément suite à un attaquant qui lui serait l'attaquant titulaire. On voit que potentiellement il a un profil différent de l'attaquant de base qu'on avait avec Georges Mikotadze, plus un joueur peut-être de pivot, de jeu en remise, pas forcément un joueur qui est capable de dribbler ou prendre énormément de profondeur. Donc il est capable de le faire, hein, j'ai vu sur ses camps. Peut-être moins sa qualité, ça et les dribbles, de partir en dribble, que ne pouvait le faire Georges Mikotadze par exemple. Donc voilà, à voir pour ça, pour son utilisation.
Là, j'ai un petit peu schématisé par rapport à ce que déjà en ce moment, avec on va dire l'effectif actuel, et la dernière fois qu'on a joué donc face à Metz, un petit peu comment on se déplace nous sur le terrain, nos joueurs se déplacent globalement sur le terrain, et lui en fait, soit donc forcément aller au centre pour récupérer et jouer des ballons de la tête, finir des actions, mais on voit bien qu'il est capable aussi de beaucoup se proposer, se déplacer sur les côtés pour, euh, pour aller chercher et jouer, en fait, faire jouer son équipe, tout simplement. Participer au jeu, aller jouer un deuxième ballon. Ça peut être voilà, intéressant d'avoir ce type de joueur pour jouer, décaler un ballon avec un Tolisso qui plonge derrière, jouer en remise de la tête pour un Fofana aussi qui plonge. Je pense que c'est un peu l'idée qu'on a en ayant pris ce profil de joueur. Maintenant, forcément, la question qui se pose sur Satriano, pour moi, c'est pas forcément son intelligence de jeu ou sa façon de jouer, ce qui va nous apporter sur ces points que je vous ai décrits, parce que je pense que ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Forcément, l'inquiétude, elle est physique déjà en premier lieu, parce qu'il revient des ligaments croisés. Il n'a joué que la pré-saison là avec Lens, plus les 3-4 dernières entrées depuis sa rupture, en fin de saison dernière. Donc, il y a très peu de recul sur comment il va revenir en fait. Mais voilà, il y a cette inquiétude forcément physique à retenir et celle qui est que on ne peut pas compter sur lui pour être notre normalement finisseur et notre buteur. Dans sa carrière, encore une fois, ça n'a jamais été le cas en dehors de ses parties en équipe de jeunes à l'Inter de Milan. Donc en professionnel, ça n'a jamais été un goleador. Donc ça semblerait étonnant, en tout cas, qu'il se transforme d'un seul coup et nous fasse une saison à 15 buts. Tant mieux si c'est le cas, et on lui souhaite en soi, mais logiquement, c'est pas sur ça qu'on va effectivement l'attendre, c'est plus sur d'autres éléments. Être capable de rentrer, d'amener du pressing, pour gagner des ballons de la tête, que ce soit défensif ou offensif, faire participer et jouer avec son équipe, c'est sur ces éléments-là plutôt qu'on va l'attendre. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez du joueur, en dehors de lire juste des lignes de stats et dire ah oui, il a jamais marqué plus de tant de buts ou ce genre de choses. Je pense que j'ai essayé de vous développer en tout cas un petit peu plus le profil du joueur et comment on peut l'intégrer chez nous, comment on peut l'utiliser pour essayer de comprendre aussi la réflexion de pourquoi on le vise, en dehors du fait qu'il coûte pas cher forcément dans notre situation. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et dans les commentaires pour voir ce qu'il en est. Merci.